Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Encore une belle émission que l'on vous promet ce soir et on est ravis de vous accueillir encore aujourd'hui comme tous les jours 17h, 19h avec Philippe David qui a fait sa première émission football hier. Alors, et ça s'est très bien passé. Un grand bonheur avec notre ami Guy Carlier et notre ami également Emmanuel Galasso. On a passé un super moment et merci Cécile de vos encouragements. Ça m'a beaucoup touché. C'est vrai. Vous étiez, il avait les glaouis comme on dit. J'avais la trouille, il avait peur. Quand je fais une première, j'ai toujours la trouille. Ouais, et c'était très bien. Voilà, je voulais vous le dire beaucoup, ça me touche en direct. Il y avait plus d'auditeurs que d'animateurs. Oui, ou l'inverse, on ne sait plus. Sa chambre. Oh, mais pas du tout. C'est pas notre genre. Ça se saurait quand même. Ça se saurait sur la chambrée. On est hyper sérieux comme des parcs. Bien sûr qu'on est sérieux. Voilà. Donc, je voulais dire un truc qui avait l'air très important. Mais puisque vous vous moquez de moi, je vais le remiser par devers moi. Allez, le sommaire de cette émission. Le grand débat du jour, c'est à 17h30. La France ne trouve pas son Premier ministre, mais elle a déjà un aspirant président de la République. Édouard Philippe a annoncé donc sa candidature hier soir en pleine crise politique suite à la dissolution de l'été. Alors parlons vrai, êtes-vous surpris par cette annonce vu la situation politique? Est-ce que c'est pas un peu un moyen de pousser le chef de l'État à la démission si la crise politique continuait? Et à cette question, candidature d'Édouard Philippe, est-ce le bon timing? Vous dites non à 89%. Vous voulez réagir? On attend vos appels et c'est toujours le bon timing pour l'appeler au 0826 300 300. Et le politologue Jean Petot sera avec nous pour en parler. 18h30, le coup de projecteur des vraies voix. Un constat alarmant. En cette semaine de rentrée, l'éducation nationale peine à garantir un enseignant pour chaque classe. Pas moins de 3000 postes sont restés vacants après les derniers concours. Bilan qui s'ajoute aux nombreuses places déjà non pourvues l'an dernier. Un manque de vocation signe que le métier d'enseignant semble avoir perdu son attrait. Alors parlons vrai. Qu'est-ce qui empêche pour vous les vocations? La rémunération, les conditions de travail, autre chose? Demande-t-on trop de qualifications, ce qui réduit le nombre de candidats potentiels? Et à cette question, comprenez-vous le manque de vocation pour être enseignant? Vous dites oui à 91%, vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et nous serons avec un invité, Léo, professeur au lycée innovant de Germaine-Tillon au Bourget en Seine-Saint-Denis. L'équipe de l'établissement est en grève reconductible. On en parlera avec lui. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix jusqu'à 19h. Et arrêtez de vous moquer de moi, Philippe David. Non, c'est moi qui ai commencé. Moi, pas du Philippe tout. Bilger, C'était de l'autre côté. parce que j'ai bafouillé, ça va, j'ai bafouillé, c'est pas très grave. Non, mais c'est pas grave. De toute façon, on comprend pas jamais ce que je dis, donc c'est pas très grave. On s'en fout. Calimero is back. Non, c'est Calimera au féminin. Ça veut dire bonjour, Calimera. Calimera, ça veut dire bonjour. Bonjour, en grec. Oui, c'est très beau, Calimera. C'est beau, Calimera. Calimera, Philippe Bilger. Ah bah non, le soir on dit Calispera. Oh, écoute, ça va maintenant. Mais c'est vrai. Monsieur, Oui. je sais tout. Non mais c'est vrai, c'est Calispera, il a raison. Calimera, Calispera. Oui, On mais- peut faire une chanson. suffit de voir le- Calimera, Calispera. Nanana. Bon, François, je suis à fond. Oui, ça va faire un carton, je vous le dis, c'est sûr. Enfin, un carton de départ. Enfin, c'est pas un carton je veux pas être négatif, mais vu votre moulinet, vous auriez été recalé pour être Claudette, je pense. Oui. En tout cas, elle est là, vous l'avez reconnue, Françoise Debois. Salut. Bonjour. Bonjour Bonsoir. Calispera. Bonsoir. Calispera, Cécile de Ménibus. Je salis pas Philippe David, hein, comme d'habitude. Bon, non, vous ne Non, le salissez pas, non, vous non, salissez tout le temps. Je ne alors, vous salue pas, je vous ignore pendant tout le reste de l'émission, vous ne m'intéressez pas. Pierre-Yves Martin avec son bronzage indécent. Bonjour. Bonsoir. Ah, dis donc. On Tu vois, danse. vous avez parlé de bronzage indécent. Qu'est-ce que vous entendez? Quand ça accélère, ça donne. Ça peut durer des heures, vous savez. 3 heures après. On est dans quel type d'émission? C'est une émission. J'ai l'impression qu'il y a une olive dans l'ouzo. Ouzo, olive. Oui, bah. Non, ça va. Je suis partie en vacances, mais c'est revenu quand même. Vous osez trop.
Ça va, Pierre-Yves Martin? Ça va très bien. Vous avez compris le début de l'émission? Non, mais il faut s'adapter, quoi. On va voir ce que ça donne. Et puis, Nous non plus. Merci de nous écouter. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait chaud dans notre petit cœur d'artichaut. 0826. Elle va être difficile cette émission. Il y a une dégradation absolument remarquable de l'émission. et dès les premières minutes. Comme on dit chez nous, ça sent le sapin, je le dis tout de suite. 0826 300 300, notre auditeur du jour, Johan de Marseille. Bonsoir Johan. Bonsoir. Calimera, les vraies voix. Salut. Et lui, on le reprend pas. Non, parce que lui, il est super, voilà. Ah, c'est d'accord, tout. ok, Avec son moniteur, il a toujours raison, comme le client qui a toujours raison. Johan, dans quelques instants, vous allez revenir sur cette nouvelle cyberattaque à Londres avec cette question, et vous avez bien raison de la poser. Nos données sont-elles à l'abri? Ça, c'est une vraie question. En attendant, c'est le répondeur avec Claire des Yvelines. Oui, écoutez, tout simplement pour dire bravo à Philippe David, à son coup de gueule sur la Nouvelle-Calédonie. J'en avais parlé au mois de juin, et même j'ai eu l'occasion de parler à un élu. C'est comme si je parlais chinois, mais je pense que d'abord les familles s'en vont, et c'est les familles qui entreprennent, voilà. Donc ça veut dire quoi, Nomadland, mais la Chine va vite s'y mettre. Décidément, on n'a rien compris aux leçons de l'histoire. Merci encore à vous tous. Et voilà, Philippe David, bravo pour ce coup de gueule. Merci, c'est un coup de gueule pour parler de la situation en Nouvelle-Calédonie qui est dramatique et dont personne ne parle. Bien sûr, on n'en parle plus parce que c'est plus sous les feux des projecteurs, mais elle a tout à fait raison sur la géopolitique. Ce caillou est très précieux, d'abord parce que c'est premier producteur de nickel, et ensuite parce que il est très précieux stratégiquement à la façon dans l'endroit où il est placé. Donc vraiment, on a tort, mais comme toujours avec les dom-toms, moi je suis toujours furieuse depuis 25 ans de la façon dont nous traitons les dom-toms. Et c'est vrai que ce coup de gueule était nickel. Merci. Oui, et puis, elle est bonne, ce coup de gueule était nickel. Bravo, Cécile. Elle sait faire aussi, elle est en train de montrer que... Elle est lourde, mais moi, elle est je facile. vais vous traiter avec respect, parce que tout de même, une auditrice qui est tellement enthousiaste de votre coup de gueule... Et qui ne fait pas partie de sa famille. Oui. C'est important de le dire. C'est pas une cousine quelque part en Nouvelle-Calédonie. Non. En attendant, retour avec Johan à Marseille. Johan, sur les cyberattaques, c'est vrai qu'on on en a beaucoup entendu parler avant les JO, puisqu'il y en a eu pas mal. Et là, forcément, ça laisse réfléchir. Oui, tout à fait. Alors, il y en a eu une là cette semaine sur Londres. Au moment où on se parle, vous avez le site du ministère de la Justice et de l'ARCEP en France qui est under attack, qui sont pas joignables, ces sites-là, si vous essayez d'y aller. Ça va en arranger certains, je vous le dis tout de suite. Je crois que Philippe Bilger serait content. C'est pas lui, il était là. On l'a vu, il n'a pas bougé d'ici. Et donc, l'inquiétude justement sur nos données. Oui, alors moi, dans le cadre de ma profession, je suis responsable informatique, donc c'est quelque chose auquel j'essaie de sensibiliser un maximum mes collaborateurs. Toutes les données que vous pouvez mettre sur Internet, quelles qu'elles soient, que ce soit de la donnée personnelle, vos photos, même des choses qui n'ont peut-être pas forcément directement à voir avec vous, toutes les données à partir du moment où elles sont sur Internet ne vous appartiennent plus. Et peuvent être utilisées bon gré mal gré, que ce soit à des fins commerciales ou à des fins beaucoup plus noirs, j'allais dire. Et on assiste effectivement, avant les JO, on en avait eu quelques-unes, notamment on a eu beaucoup d'attaques sur les collectivités territoriales. Mais effectivement, ces derniers temps, et 2023 a été très marqué sur les attaques sur le secteur de la santé. Oui, les hôpitaux, beaucoup, oui. Beaucoup d'hôpitaux en 2023, ouais. Et là cette année, c'est très marqué, notamment sur les collectivités territoriales. On a eu il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu la mairie de Reims, je crois, qui a été touchée, je crois, cette semaine aussi. Et on assiste, j'ai l'impression, de manière impuissante, à des attaques, alors d'où qu'elles viennent, ça, des fois c'est revendiqué par des pro-russes, des fois c'est d'autres. Et autant dans les entreprises,
on fait ce qu'il on fait ce qu'il faut, oui, en tout cas. On fait ce qu'il faut pour essayer de se protéger un maximum. Mais pour le citoyen, c'est compliqué, vous avez raison. Et pour le citoyen, c'est compliqué, ouais. Ouais, Johan, merci beaucoup. En tout cas, il y en a un qui pourrait se faire hacker, il s'en rendrait même pas compte, c'est Philippe David, tellement il est nul en informatique. Ah oui, j'assume. Ça se trouve, toutes ces données sont sur Internet, tout le monde les a, il le sait même pas. Mais qui voudrait les prendre? Bah personne, c'est ça le problème. Elles sont disponibles. On vous paye pour les prendre. Et par contre, je n'ai pas de photo du bronzage indécent, comme vous avez dit de Pierre-Yves Martin. Vous avez peut-être d'autres photos. Allez, dans un instant, le réquisitoire du procureur. De quoi parle-t-on, Philippe Bilger? On parle de Xavier Bertrand, d'une certaine manière. Eh bien, on en parle dans un instant. On vous souhaite la bienvenue. On est ravis de vous découvrir et de vous accueillir chez nous jusqu'à 19h. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix, toujours dans la joie et la bonne humeur, nonobstant la présence de Françoise Degois. Ça y est. Avec bien évidemment Cécile de Ménibus, le président de l'Institut de la Parole, et l'homme au bronzage indécent, Nixit. Cécile de Ménibus, qui a dû avoir des éléments de vérification, Pierre-Yves Martin. Et moi, je suis effacé de la photo. Ce gars, c'est Staline. Je vous ai pulvérisé d'entrée. C'est Staline, vous voyez, vous savez ce que faisait Staline? Hop, on prend la photo, crac, on est face à la mine. Staline, Ah, Philippe Stalinovitch, je vais vous appeler maintenant. Ça lui va bien. Gauchiste comme vous êtes dans l'âme, ça nous fait super plaisir. Ça vous fait hyper plaisir, non? J'adore. Pour revenir sur une info importante, parce que on est quand même là pour parler de ça. Vous avez des marques de maillot qui arrivent? Bon, allez, soyons sérieux. Philippe Bilger, on n'a pas. C'est pour ça. Ouais. Il fait son étonné. Pourquoi je me mêle? C'est dingue. Allez, plus sérieusement, avec Félix Mathieu, parce que lui, c'est un vrai journaliste. Ah oui, Bravo dans l'actu, dans un instant. Félix, de quoi parle-t-on? On va parler de la fumée blanche, toujours attendue sans doute pour ce soir à Matignon. Le nom de Bernard Cazeneuve, de nouveau cité, tout comme celui de Xavier Bertrand. On va parler aussi de Gérald Darmanin, qui souhaite un traité migratoire avec le Royaume-Uni suite au drame d'hier dans la Manche. Au moins 12 morts dans le naufrage d'une embarcation de migrants. Et puis, on va parler aussi des explications, figurez-vous, de Pernod Ricard. Pernod Ricard qui répond au mécontentement des Marseillais suite à l'annonce d'un partenariat avec le PSG. En 3 mots, ça donne... fallait quand même s'expliquer. En 3 mots, ça donne nomination, négociation et incompréhension. Merci Félix, dans un instant. Et tout de suite, la parole est au procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et pour vous, Éric Ciotti n'est pas la personne la plus qualifiée pour faire la leçon à Xavier Bertrand. Oui, mais je ne sais pas si le procureur va parvenir à garder sa réflexion lucide au milieu de ce vaudeville depuis le début de l'émission. Où est le placard? Je vais essayer d'apporter un peu de sérieux pendant. Je vous demande de vous arrêter. Voilà. Non, mais sérieusement, en effet, Éric Ciotti a dit que Xavier Bertrand n'était pas sincère et qu'il n'avait pas de conviction. Vous l'avez très bien dit, Philippe, je ne suis pas persuadé qu'Éric Ciotti soit le mieux placé pour faire ce reproche à Xavier Bertrand. Mais ce qui m'intéresse et qui va me rapprocher notamment de Françoise, c'est le fait que je me suis questionné très rapidement sur ce qu'est la sincérité en politique. Je crois qu'elle existe, mais que il ne faut pas confondre l'insincérité avec l'adaptation à des réalités qui changent. Ça peut exister. Et d'autre part, je suis persuadé que dans beaucoup de personnalités politiques de droite ou de gauche qu'on juge inconstante, variable, fluctuante, il y a tout de même, la plupart du temps, un socle fondamental qui demeure. On peut penser ce qu'on veut de Mitterrand, mais l'Europe a toujours été une constante dans sa philosophie politique, et donc il y avait là une sincérité qui est toujours restée. On pourrait le dire aussi d'Emmanuel Macron. Qu'on discute son point de vue européen, c'est possible, mais je crois que l'Europe est une vraie passion chez lui, et je pourrais développer, par exemple, cela avec Nicolas Sarkozy sur l'esprit d'entreprise, et
je conclus, ma chère Cécile, mon cher Philippe, sur le fait qu'il y a des sincérités fondamentales qui demeurent malgré d'apparents changements de la part des politiques. Très vite, tour de table. Absolument d'accord avec ce que vous dites, et d'ailleurs c'est ce qui les emmène, c'est ce qui les entraîne à faire de la politique. Il faut jamais oublier que ces gens-là ont été souvent des jeunes militants et qu'ils ont collé des affiches, ils ont travaillé jusqu'à minuit et jusqu'à 4h du matin pour faire des congrès, etc. Donc moi je suis d'accord avec vous, il faut toujours revenir à leur sincérité, sinon on devient fou et c'est tous pourri et c'est pas bien. Allez. Moi, Philippe, en vous entendant parler de sincérité, il y a un autre mot qui m'est venu à l'esprit, c'est le mot conviction. Et au lieu de parler de sincérité, je pense que il faudrait aussi associer la démarche de l'homme politique autour de sa conviction, qui est aussi de temps en temps un peu rare. Parce que moi j'ai la conviction qu'on va être en retard. Tout de suite, et moi j'ai la certitude. Les 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots qui sont Félix: nomination, négociation et incompréhension. Le nom du nouveau Premier ministre pourrait sortir du chapeau ce soir. L'hypothèse Bernard Cazeneuve semble reprendre de la cote après 50 jours quand même de gouvernement démissionnaire et 2 semaines de consultation. Gérald Darmanin veut un traité migratoire avec le Royaume-Uni suite au naufrage dramatique dans la Manche hier. Au moins 12 morts, parmi lesquels 10 femmes, dont la moitié mineure. Et puis le groupe Pernod Ricard regrette une incompréhension après l'appel au boycott. La polémique à Marseille suite à l'annonce d'un partenariat avec le PSG. Les vraies voix Sud Radio. Ça pourrait se jouer entre Xavier Bertrand et Bernard Cazeneuve, selon les derniers bruits. Le nom du socialiste de nouveau cité dans le dernier épisode de ce feuilleton Matignon, consultation et tractation. Qui pour remplacer Gabriel Attal comme Premier ministre? Une annonce dès ce soir n'est pas exclue. Emmanuel Macron pressé de toutes parts de trancher après 2 semaines de tractation. La France est dirigée depuis désormais 50 jours par un gouvernement démissionnaire et ça finit par poser question, non pas juridiquement mais politiquement, nous dit le politologue et constitutionnaliste Benjamin Morel. Juridiquement, ça peut durer. Juridiquement, on peut toujours avoir une expédition des affaires courantes, étant donné que l'expédition des affaires courantes, sa définition est extensive. Autrement dit, plus ça dure longtemps, plus il y a des choses qu'on peut faire pour des raisons d'urgence, de continuité de la vie de la nation. Et donc, on peut avoir un gouvernement de quasi plein exercice si vous faites durer ça ad vitam aeternam. C'est pas souhaitable, mais juridiquement, c'est pas forcément un problème. Politiquement, ça l'est un peu plus. Et ça l'est également budgétairement. Vous savez qu'on doit déposer un budget le 1er octobre. Si jamais vous nommez un gouvernement l'avant-veille du 1er octobre, il n'aura pas le temps de modifier ce budget. Donc il portera un budget, l'ADN de sa politique qu'il n'a pas préparé. Benjamin Morel, maître de conférence en droit public à Panthéon-Assas avec André Berkoff ce midi sur Sud Radio. Et le deuxième mot, négociation. Gérald Darmanin souhaite un traité migratoire entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Le ministre de l'Intérieur le réclame de nouveau suite au dramatique naufrage d'une embarcation de migrants, naufrage qui a tué au moins 12 personnes, parmi lesquelles 10 femmes dont la moitié étaient mineures. Gérald Darmanin espère des négociations donc avec le nouveau gouvernement travailliste outre-Manche. Les personnes qui vont en Grande-Bretagne, ils vont pour rejoindre une famille, pour y travailler parfois dans des conditions qui ne sont pas acceptables en France. Si nous voulons décourager ces filières de passeurs, nous devons absolument travailler avec la même législation d'immigration avec nos amis britanniques. Pendant très longtemps, le gouvernement conservateur l'a pas voulu, je le regrette, malgré les très bonnes relations qu'on avait avec eux. Payer ne suffit pas pour empêcher les passages, il faut qu'ils changent leur législation et qu'ils nous aident à travailler comme un pays voisin, ami, sinon nous serons condamnés à avoir des small boats. Gérald Darmanin dans le Pas-de-Calais après ce nouveau drame dans la Manche. 3e mot, incompréhension ou la mise au point du groupe Pernod Ricard après cette polémique à Marseille. Bah oui, des Marseillais ont même lancé, figurez-vous, un appel au boycott après l'annonce d'un partenariat entre Pernod Ricard et le Paris Saint-Germain, un accord de parrainage de 4 ans pour les événements liés au club de la capitale, sauf que cet accord, il ne concerne pas spécifiquement le fameux pastis Ricard emblématique de la cité phocéenne. Il concerne en fait les 240 marques du groupe. On parle de champagne, de whisky, de différents spiritueux. Une sorte de sponsoring destiné en plus au marché international. Voilà la réponse du groupe. Mais bon, il n'empêche que beaucoup de Marseillais ont avalé de travers en apprenant l'information. Je suis un vrai Marseillais. Toute ma vie, j'ai bu des 51. Mais là, franchement, je me mettrai la bière. Parce que là, je suis désolé. Tous nos produits ici, dans la province, ça me va là-bas à Paris. On arrête tout maintenant. J'arrête mon 51. C'est une honte. Tout ça, c'est question d'argent. C'est business. Eh oui. Oignon. Mais je pense pas que ça marchera autant que dans le midi. Après, ça fait mal au cœur qu'ils partent. Mais le Ricard,
à Marseille, ça restera toujours le Ricard. On va continuer à le boire. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, bien entendu. Par Lionel Maillet pour Sud Radio. Ma passion. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Allez, vous restez avec nous dans quelques instants. Le grand débat du jour, alors que la France attend toujours donc le nom de ce futur locataire de Matignon. Édouard Philippe a de son côté annoncé sa candidature pour les prochaines présidentielles. Alors parlons vrai, êtes-vous surprise par cette annonce vu la conjoncture politique? Est-ce que c'est pas un moyen de pousser les chefs de l'État à la démission? Et à cette question, est-ce le bon timing, cette candidature d'Édouard Philippe? Vous dites non à 89%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et c'est Jean Poteau qui est avec nous, politologue. Bonsoir Jean Poteau, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que Édouard Philippe a une chance? Oh, écoutez, comme on dit, il n'est pas besoin d'espérer pour entreprendre. Oui. Et d'ailleurs, ni forcément de réussir pour persévérer. Hein. Donc, dans cette situation, le moment et le tempo peut surprendre, mais on voit bien aussi que il veut prendre ses concurrents ou les autres compétiteurs de vitesse, oui. Eh ben, on en parle dans quelques instants. 0826 300 300. Aude vous attend, bien entendu, pour commenter cette information. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Avec Philippe David, nous vous accueillons dans cette belle maison Sud Radio jusqu'à 19h tous les jours. C'est ouvert, la porte est ouverte. Le numéro de téléphone 0826 300 300 avec Aude, bien entendu. Philippe Bilger est avec nous comme tous les jours et on est ravis de l'avoir. Réciproquement. C'est tonton Philippe. Tata Françoise, un peu bizarre, mais elle est sympa aussi. Françoise de Gois est avec nous et Pierre-Yves Martin, le beau gosse. Ah oui, voilà. C'est gentil. Ah, de largement. Oui. Bah là, non, il pas n'a largement. Il n'a pas de Vous êtes tous beaux. J'allais dire, à part Philippe David. Non, on n'est pas dans la même catégorie. Non, mais Philippe David, depuis ces derniers temps, il a changé. Il soigne son style. Il a changé de lunettes. Il a fait un petit régime. Ouais, il y a des choses sous-jacentes. Il y a des explications, forcément, à tout. On ne change pas comme ça par hasard. Donc voilà, il évolue. Il fait attention à lui. Il y a des influences. Il n'a plus de poils dans le nez, tout ça, il n'a plus. Allez, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. C'est officiel, Édouard Philippe est candidat à l'élection présidentielle 2027. Entre deux consultations avec Emmanuel Macron pour tenter de trouver un nouveau Premier ministre, Édouard Philippe surprend adversaires et partenaires avec cette annonce de candidature. Je trouve que c'est d'une indécence totale. Je veux dire, c'est pas ce qu'on attendait d'un ancien Premier ministre de la France dans la crise que nous vivons aujourd'hui. À gauche, la patronne des écologistes, Marine Tondelier, moque le sens du timing et des priorités. Mais là, le timing, il est pourri. Pourquoi ? Parce qu'on n'en a rien à cirer. La France ne trouve pas de Premier ministre, mais elle a déjà un aspirant président de la République. Édouard Philippe a donc annoncé sa candidature hier soir en pleine crise politique suite à la dissolution de cet été. Alors, est-ce que cette annonce est pour vous un synonyme de présidentielle anticipée? Est-ce qu'Édouard Philippe ne veut pas finalement faire table rase du macronisme en s'imposant dans la majorité? Et à cette question, candidature d'Édouard Philippe, est-ce le bon timing? Vous dites non à 89%. Les vraies voix attendent vos appels, ainsi qu'au 0826 300 300. Et le politologue Jean Poteau est avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation à Sud Radio. Philippe Bilger, cette candidature qui tombe à un moment donné où l'actualité se percute. Alors, pardon, je pense que malgré les apparences, ça n'est pas un si mauvais timing qu'on le dit. D'abord, il me semble que c'est non pas l'ultime, mais le plus important coup de pied de l'âne, et je ne fais pas référence à Thierry Baudet, que Édouard Philippe porte à Emmanuel Macron. Et depuis quelque temps, il mène une guerre subtile, sournoise, à l'encontre du président, et je vois d'abord cela comme une attaque forte. Deuxième élément, il faut bien voir que lorsqu'il indique qu'il est candidat pour 2027 et même avant, très clairement, il anticipe une élection présidentielle et il précipite peut-être dans le néant la
pratique présidentielle d'Emmanuel Macron et il la fragilise. Troisième élément, j'en ai plus que deux, c'est c'est déjà pas mal. Il décide d'annoncer sa candidature dans un climat politique qui bizarrement va lui donner du sens. Ça n'est pas absurde de l'annoncer alors qu'on attend un Premier ministre. Et dernier élément, il faut aussi penser au fait que s'annonçant tout de suite, il prend acte, il prend date et évitera peut-être tous les coups qu'il aurait eu s'il était demeuré virtuel. Françoise Devoix. Oui, moi je pense que c'est une très bonne stratégie, c'est extrêmement disruptif dans le bon sens du terme, mais c'est surtout que Édouard Philippe réfléchit comme beaucoup de gens et que on est en train d'anticiper une présidentielle anticipée. Vous comprenez bien que quel que soit le nom qui sort ce soir, de toute façon, il sera censuré. Je ne sais pas quel est le conseiller qui peut faire croire à Emmanuel Macron que Xavier Bertrand aura des voix socialistes, pas plus que Bernard Cazeneuve aura des voix de droite. Donc, il est lui-même, il a compris, Édouard Philippe, parce qu'il connaissait très bien la psyché d'Emmanuel Macron et surtout son manque de savoir-faire politique. Emmanuel Macron se retrouve dans une situation dont il est le seul responsable. Vous savez, c'était assez simple. Il suffisait de dire, OK, la gauche, vous êtes arrivés, Lucie Casse-tête, je vous appelle, hop, on censure et hop, on passe à autre chose. Il a été incapable de faire ça, en réalité, parce que il n'a pas le sens politique que tout le monde et tous les turiféraires lui ont prêté depuis 7 ans. On se retrouve à l'os de ce qu'est vraiment Emmanuel Macron. En réalité, c'est un bleu en politique. Et la réalité, elle est là, profondément. Et moi, je trouve que Édouard Philippe, la seule chose que dit cette interview, la seule chose qu'elle dit, c'est que il a une analyse de la situation qui fait que il pense vraiment qu'on a une présidentielle anticipée avant la fin de l'année. Pierre-Yves Martin. Oui, je trouve qu'Édouard Philippe, sur le plan du territoire politique, a cranté. C'est un bon marqueur, cette communication. Maintenant, j'ai une interrogation sur la manière dont l'opinion publique, les citoyens, peuvent percevoir cette déclaration. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une présidentielle anticipée, que le deuxième quinquennat Macron n'ira pas jusqu'à son terme, ou est-ce que vous pensez que ça relève du fantasme? Appelez-nous au 0826 300 300. Jean Petot, que faut-il penser de cette candidature déclarée? Écoutez, j'allais dire que je suis un peu embêté parce que je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Alors, c'est bien, génial. Allez-y, développe. Oui. Bon, donc, non, je pense que c'est effectivement un bon moment. Le tempo est bon. Alors, le temps est un peu au vintage dans ce qui a constitué, j'allais dire, la droite gaulo-pompidolo-chiracienne des 60 dernières années en France. Et je mets d'ailleurs Édouard Philippe parmi les héritiers de celle-là. Dimanche dernier, moi je m'attendais, j'en voulais un peu au cadreur qui avait pris les images de Ciotti dans son meeting. Je m'attendais à ce qu'une déesse noire soit sous l'estrade un peu 1958, présentation de la 5e République, la Constitution de la 5e, dans ce barnum extraordinaire que Général de Gaulle et Malraux avaient mis en scène place de la République. Bon, alors je voulais voir une déesse noire façon Pompidou, elle n'est pas sortie, alors que c'était bien la réinvention de l'UDR quand même dans la bouche de Monsieur Ciotti. Bon, voilà. Et puis là, effectivement, tout le monde pense à la déclaration de Rome de Pompidou en janvier 69. Si Dieu le veut, je serai candidat à la présidentielle. Et c'est d'ailleurs intéressant au niveau du timing parce que souvenez-vous, en 69, le général de Gaulle a été élu pour la première fois au suffrage universel, en 65, et le septennat doit l'amener jusqu'en 72. Et entre 69 et 72, il y a 3 ans. Et aujourd'hui, entre 2024 et 2027, il y a aussi 3 ans. Même si on est passé d'un septennat à un quinquennat. Avec cette différence qui est quand même substantielle, c'est qu'il était fort probable, effectivement, que le général de Gaulle ne se représente pas, évidemment, en 72, tout comme on sait que Macron ne peut pas le faire en 2027, mais il était aussi, dans la tête de Pompidou, potentiellement tout à fait possible qu'après le choc de mai 68, le général n'aille pas au bout.
Et pourquoi je fais cette comparaison, qui évidemment en matière d'histoire et de politique est souvent irraisonnable, mais quand même, ou déraisonnable, c'est que là aussi, ça veut bien dire, et je rejoins ce qu'a dit ce qu'on dit aussi bien Philippe que François, ça revient à dire que Édouard Philippe ne pense pas que Macron va aller au bout de ce quinquennat, contrairement à ce que Macron a dit lui-même imprudemment, car il en est en politique, à mon sens, comme en matière de dissuasion nucléaire. Il faut surtout pas le dire et dire qu'on va utiliser éventuellement la démission comme arme suprême, comme la dissuasion, ça va sans le dire. Or, Macron a fait une fois de plus encore l'imprudence de dire « j'irai jusqu'au bout ». Philippe Bilger. À votre avis, Jean Petot, comme vous avez fait référence à Georges Pompidou, est-ce que on pourrait dire que l'annonce présidentielle d'Édouard Philippe va fragiliser autant la présidence d'Emmanuel Macron, avec d'autres atteintes qui sont imminentes peut-être, que à l'époque celle de Charles de Gaulle avec Pompidou? Oui, je sais pas, Philippe, on pourrait en discuter longtemps. Je sais pas si la déclaration de Rome de Pompidou a fragilisé De Gaulle. Je pense que c'est plutôt le comportement de Giscard au référendum de 69, qui a emporté De Gaulle dans la victoire du non. Au passage, d'ailleurs, comparons les deux attitudes d'un De Gaulle qui part qui fait savoir à minuit le soir du dimanche soir du référendum qu'il partira le lendemain à midi. C'est pas tout à fait l'annonce d'une dissolution après une des européennes plus ou moins loupées. Je reviens quand même dans la relation effectivement actuelle entre Macron et Philippe, son ancien Premier ministre. Vous disiez, Philippe, que Philippe Bilger, que Édouard Philippe mène une guerre subtile et sournoise. Elle n'est pas si sournoise que ça. Elle est assez claire, je pense. Et il y a manifestement une vraie rupture entre les deux. Ce qui est d'ailleurs un peu surprenant, c'est que tout cela ne s'appuie pas d'ailleurs vraiment sur des programmes très différents. Moi, j'aimerais savoir quelle est véritablement la différence programmatique entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron. Et ce que fait Emmanuel Macron depuis qu'il est élu. Moi, une réflexion que je partage avec vous, Jean, c'est que il y a deux choses. D'abord, le caractère implacable des institutions fait que de toute façon, la disparition d'Emmanuel Macron, elle est programmée, elle commence déjà. Et c'est même à se demander s'il n'a pas appuyé sur le bouton dissolution pour continuer à entretenir l'idée qu'il est le maître des horloges. Ça, c'est le premier point, parce que aucun président n'accepte ça. Mais regardez la fin de Mitterrand et celle de Jacques Chirac, c'est normal, c'est la logique d'institution. Vous ne pouvez pas vous représenter, vous comptez de moins en moins dans le rapport de force. Et lui veut occuper ce terrain. Le deuxième point, c'est que vraiment, Édouard Philippe et Emmanuel Macron, c'est une histoire terminée depuis longtemps, en réalité. Et moi, je pense, pour la philosophie politique et pour la santé démocratique de ce pays, plus les jours passent, plus je pense que, je vous le soumets à mes camarades de table, nous ne pourrons pas faire l'économie d'une présidentielle anticipée. Il faut purger le processus jusqu'au bout. Nous ne pourrons pas bricoler une sorte de gouvernement qui passera à chaque fois à une ou deux voix près, ou qui ne passera pas, qui sera censuré comme ça pendant un an. Il faut aller au bout du processus pour purger. Qu'en pensez-vous? Réponse et puis Johanna Marseille. 0826 300 300. Jean Petot. Qu'en pensez? Ah pardon, oui, j'ai pas compris que Françoise me posait la question. Oui, mais c'est un point, je pense, qui est tout à fait important, parce que de toute façon, la carte de la dissolution, on sait qu'elle est impossible avant le 10 juin 2025. Il faut pas oublier que ce qui retient les députés de ne pas faire tomber un gouvernement, c'est la menace de la dissolution. Bien sûr. Or, à partir de maintenant, les députés sont en stabulation libre, si je puis dire. Exactement. 10 juin 25. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire tomber tout ce qu'ils veulent. Ils n'ont plus aucunement la menace de l'article 12. C'est en gros open bar en matière de censure. Bien sûr. Et on aura beau dire, mais regardez, tel groupe mêle ses voix avec tel autre groupe. Tout le monde s'en fout. Scandale. Bien sûr. Les gouvernements vont tomber au fur et à mesure que le temps va passer. Et c'est vrai que
quelque part, c'est pour ça que je pointais du doigt l'imprudence sémantique d'Emmanuel Macron. Moi, de dire je resterai quoi qu'il en coûte, c'est encore une fois mal joué de sa part, et je pense que je sais pas si comme dit Françoise de Gois, il manque de surface politique depuis longtemps. En tous les cas, je pense qu'il ne sait plus jouer dans la surface adverse. Il est un peu atteint de Mbappisme, si j'ai bien compris. Il s'arranger du côté de Mbappé, si j'ai bien vu les résultats. Allez, direction Marseille avec Johan. Une réflexion, Johan. Alors, je suis pas du tout en accord avec ce qui a été dit. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment pas du tout le moment d'annoncer ça. Mais voilà. Je trouve que stratégiquement, tant en termes de timing par rapport au moment et par rapport même à ce qu'il va faire, pour moi, ça n'a pas de sens. D'abord, par rapport à ce que Édouard Philippe veut faire, il veut se présenter candidat présidentiel de 2027, ok, parfait. Jusqu'à présent, et sauf erreur de ma part, l'histoire a montré que bien souvent ceux qui se déclaraient trop tôt, c'était pas forcément ceux qui arrivaient en tête. Oui, mais là peut-être que la séquence est peut-être particulière. Alors, restez avec nous, Johan. Laurent de Bordeaux est avec nous. Bonsoir, Laurent. Bonsoir, Laurent. Oui, bonsoir à tous. Voilà, moi je me permettais en effet de vouloir intervenir. Contrairement à ce que j'ai pu entendre, pour moi je pense qu'Emmanuel Macron va rester jusqu'à la fin. D'accord. De toute manière, il n'a pas le choix et il partira que si on lui demande. Ça lui permettra de mettre en place un gouvernement technique qui fera fin de ne pas diriger, mais qui pourra diriger de loin, car il aura toujours le bouton pour changer de Premier ministre. Donc pour l'instant, pour lui, j'ai l'impression que tout roule. J'y suis, j'y reste, c'est ça. J'y reste jusqu'à la fin. Par contre, ça va faire le chou gras des journaux, des commentateurs pendant des mois. Mais passer à un autre sujet, parce que Macron sera toujours là. Donc il sera toujours là jusqu'à la fin. Par contre, bien sûr qu'il va y avoir des personnes qui vont vouloir se présenter, animer le débat pendant 2 ans, comme Édouard Philippe, c'est tout à fait normal. Mais Macron va rester jusqu'à la fin avec un gouvernement technique. Il va garder son semi-pouvoir jusqu'à la fin, ne vous inquiétez pas. De toute manière, c'est l'Europe qui dirige avec le cordon de la bourse. Donc, on va surtout pas continuer à rajouter du chaos sur du chaos. Macron préfère rester sur un demi-chaos que basculer la France dans un chaos total. Donc, c'est mon avis. D'accord. Donc, jusqu'à la fin, il restera là. Alors, on va garder cette prédiction, Laurent, et on vous appellera avant 3 ans. Et on verra si vous soutenez toujours cette hypothèse. Merci en tout cas, Laurent, de nous avoir appelé de Bordeaux. Merci beaucoup, Jean Petot. Et même si vous avez dit la même chose que nos vraies voix, vous l'avez dit autrement. Et on a appris des gens. Les auditeurs pensaient le contraire. En plus intelligent. Je voulais pas être désagréable. On se rend compte qu'on a eu raison. Parce que les auditeurs disaient le contraire. Hein. Non, mais par rapport à Jean Petot, il a légitimé ce qu'on pensait. Et merci Jean. Pour qu'on ait Jean Petot dans le studio, je pense qu'il va falloir qu'on se déplace tous chez lui, parce que décidément. On boira du Bordeaux. Ah bah très bien. On boira du Bordeaux. L'abus d'alcool dangereux pour la santé. Merci beaucoup. Dans un instant, avec Johan de Marseille, le qui c'est qui l'a dit. Ben oui. Et en tout cas, c'est pas moi. Tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix jusqu'à 19h, et ça fait du bien en tout cas de vous avoir tous les jours à nos côtés pour discuter, débattre, rire aussi, puisqu'on rit aussi beaucoup, hein, c'est important. On rit de nous-mêmes. Hein, c'est déjà bien. Oui. Alors, remarquez, il y a de quoi. Hein. C'est malheureusement le cas. Avec Johan qui est avec nous de Marseille, notre vraie voix du jour, avec Philippe Bilger, Françoise de Gois, avec Pierre-Yves Martin, bien entendu. Qui c'est qui va gagner? On va le savoir tout de suite. Faites vos jeux. C'est pas moi. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Avec cette première question, mon cher Johan, puisque vous êtes tout seul face aux mastodontes Philippe Bilger, Françoise de Gois et Pierre-Yves Martin, qui c'est qui l'a dit? C'est un point. Hein. Je serai candidat à la prochaine élection présidentielle. Ouais, comme ça, Édouard Philippe. Voilà. Il est bien parce qu'il a cherché un peu. Bon, ouais. il a pas voulu.
mieux rouler les mécaniques, il est bien, Johan. nous écraser, Ouais, ça va, le Moi, j'aurais été vous, Marseillais, j'aurais dit, je ne réponds même pas à cette question. C'est pitoyable. C'est quoi ce Il y jeu avait un pourri? point à récupérer, donc il a eu raison. Qui c'est qui l'a dit à 2 points, Johan? Attention. Édouard Philippe a une volonté de faire primer son ambition personnelle et l'inélégance qu'il a vis-à-vis d'Emmanuel Macron en l'enterrant aujourd'hui en dit long. Johan. Non, fais-moi le malin, Johan. Hein. Éric Ciotti? Non. non. Ça vient de chez Macron, ça. Non. Ah, pas du tout. Ça vient du RN. Oui, bonne réponse de Françoise Devois. Sébastien Chenu, député RN. Qui se met maintenant à défendre Macron. Ils sont dingues, hein, c'est RN. C'est excellent, c'est drôle. Question qui c'est qui l'a dit de 3 points. La seule solution, c'est le départ d'Emmanuel Macron, car on ne peut pas rester dans une situation de blocage. Johan. J'irais du NFP, peut-être Mélenchon? Non, c'est pas du NFP. Non, c'est pas du non. C'est la droite, c'est la droite. Bonne réponse de Françoise Devois. Éric Ciotti. De toute façon, il a pas tort. Je peux ne qu'être d'accord avec Ciotti. Ça m'ennuie d'ailleurs. C'est bien la première fois. Excusez-moi, Maxime, on peut isoler cette phrase, s'il vous plaît, merci. Là, il y a un dossier qui va ressortir quand on va le nommer à Matignon. Alors, Françoise a dit. Je suis d'accord avec Éric Ciotti. Qui c'est qui l'a dit qui est encore à 3 points, Johan? Alors, ce n'est pas un homme politique, c'est une femme, mais pas une femme politique. Il y a un changement de méthode qui est nécessaire. On ne peut pas continuer avec des responsables politiques qui font semblant de nous écouter et qui déroulent quoi qu'il arrive. Non politique, je sais pas. Oui, syndicaliste. Sophie Binet. Non. Ah ben Marie-Lise Léon. Bonne réponse de Françoise Devois, la secrétaire générale de la CFDT. Non, ça n'était pas moi, Johan. Je suis déçu. Non, ben, je sais. Moi, c'est beaucoup moins intelligent. Je vous le dis tout de suite. Question. Moi, c'est. Quelqu'un a vu mon soutien-gorge? Moi, c'est assez plat quand même. Non, mais moi, j'aime pas quand tu racontes des conneries comme ça, Cécile. C'est pas vrai. Question, qui c'est qui l'a dit? 2 points, des fake news tous les jours dans les médias. Il faut arrêter d'écouter ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Johan. Des fake news toujours dans les médias. Marine Le Pen. Non. Le patron du PC. Bonne Roussel. réponse, Fabien Roussel. Est-ce qu'on peut faire un point là sur les points, s'il vous plaît? Eh bien, écoutez, vous êtes à 8, Pierre-Yves 2, Johan 1 et Philippe Bilger est aux abonnés absents. Ouais, tout ça pour se faire mousser, la méchanceté. Mais il a raison. Qui c'est qui l'a dit, Johan? Efficace. À 3 points. Nous ne nous opposerons pas à la nomination de Xavier Bertrand à Matignon. Johan. Comment il s'appelle? C'est la question qui est posée. C'est vrai. Bruno Retailleau. Bonne réponse. Johan l'a dit en Oui, premier. il l'a dit. Bruno Retailleau. Pourtant, c'est ma propriété personnelle. Déjà, C'est le scoop du jour. Je l'ai piqué Ciotti déjà, tu vois. Alors là, Il y a un droit de préemption. Mais t'es un peu réveillé là. Question, qui c'est qui l'a dit? 3 points. Vous prenez tout ce que veulent les Français, vous imaginez le contraire et vous avez le bilan d'Édouard Philippe. Johan. C'est drôle. Giacomelli. Bonne réponse. Il est à combien là, Johan? Eh ben, il est à 7 et vous êtes à 8. Oh là là, attention, balle de match, Allez. Johan. Allez, une petite dernière. Qui c'est qui l'a dit? À 3 points, Bernard Cazeneuve à Matignon serait une forme d'anomalie. C'est Johan. Allez, je vais dire Marine Le Pen. Non. Bompard. Non. Manon Aubry. Non, dans la formulation, c'est. Chef de parti. C'est chic dans la formulation. C'est quelqu'un qui n'est pas faible. Bonne réponse. Philippe Bilger. Ah non, Philippe Bilger. Je t'assure. D'accord. Non, Philippe Bilger. Philippe Bilger, qui marque 3 points. Ouais, ça va. Il n'est pas Fanny. Hein. Eh ben moi je dis bravo Johan quand même. Moi Johan, bravo. C'est marrant parce que quand je gagne, vous félicitez toujours l'auditeur. Mais je félicite l'auditeur. Bravo Johan, parce qu'on s'est bien battu. Non mais vous voyez, ce qu'il y a de bien avec Johan, c'est que c'est un supporter de l'OM, mais il est modeste, ce qui est rare. Moi je l'adore. Qu'est-ce que... Mais dis donc, on n'a jamais les premiers. Espèce de parigot tête de veau. Pernod Ricard, moi. Mais quel Parisien, on s'en fout de ton PSG. Allez l'OM. Nous ne sommes pas parisiens, nous sommes tous les territoires de France. C'est ça, on est surtout Marseillais en fait. Exactement.
Merci Johan, on vous embrasse. Merci, Johan. Mais si vous pouvez déménager, c'est bien quand même. Non, on plaisante. Allez, dans 10 minutes, le tour de table de l'actu des vraies voix. Philippe Bilger, de quoi parle-t-on? On parle de Mélanie et de Marine. Avec Françoise. On va au Venezuela avec Maduro qui avance Noël au 1er octobre. Pierre-Yves, et c'est pas Martin. une blague. Et on parle de la crise de Volkswagen en Allemagne. D'accord, et on se dépêche et on revient dans un instant. Soyez les bienvenus. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est les vraies voix jusqu'à 19h. Une formule indisciplinée depuis le début de cette saison et j'ai peur que ça se gâte un peu avec le temps, la fatigue, l'arrière gras bête. Bref, vous êtes heureux, mon Philippe Bilger, d'être revenu Je suis très heureux, mais je ne reconnais plus l'émission. Fait dans l'hilarité générale. Et moi qui suis ennuyeux comme la pluie, je me sens mal. Non, vous n'êtes pas du tout ennuyeux. Françoise de Gois. Moi j'adore, de toute façon, moi ça me plaît. Hilar, désespéré, j'aime la radio, de toute façon. Et puis j'aime cette émission, et puis je vous aime. Même Philippe David, je suis obligé de le reconnaître. Qu'est-ce que tu vas à un moment donné, il faut dire les choses. Allez, Pierre-Yves Martin. Regarde les yeux de Philippe, il se passe un truc quand François dit ça. Je peux pas le croire alors. Non, de toute façon, Pierre-Yves Martin, il se passe un truc dans la vie de Philippe David. Sachez-le. Vous avez vu, est-ce que vous avez noté juste un truc hyper important, vous avez noté qu'il a encore changé de montre. Cadeau, vous pensez? Cadeau, c'est cadeau. C'est cadeau d'anniversaire. Cadeau. Obsession des il montres. est marié avec Liliane Bettencourt, quoi. C'est une question. Il y a un moment donné, il faut nous faire croquer, Philippe David. Mais comment s'appelle ce photographe qui avait trompé Qui avait quoi? Oui, j'ai trompé de l'argent. On peut rien dire avec toi, c'est pas possible. Comment s'appelait ce photographe qui avait trompé Bagné. Voilà. Excusez-moi, pardon de vous dire que le mot pomper dans cette phrase n'était pas juste. Voilà, en tout cas, bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Mais t'as fait volontiers Les la vraies main au voix Sud panier. Radio. Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village et pousser un coup de gueule pour défendre une femme victime qui est désormais traînée dans la boue. Cette femme, c'est Harmonie Comines, qui est lynchée sur les réseaux sociaux suite à ses propos lors de l'hommage rendu à son mari, l'adjudant-chef Éric Comines, froidement tué par un chauffard délinquant multirécidiviste. Et ces propos sont si nombreux et odieux que le procureur de Draguignan a décidé d'ouvrir une enquête afin de poursuivre les auteurs de ces messages. Des auteurs qui, pour certains, ont osé tweeter accrochez-vous bien. J'espère qu'elle meurt aussi cette truie. C'était une famille de gros faf, quoi. Aucune pitié, qu'elle le rejoigne vite, cette salope. Ou encore, la France devrait t'exiler sur une île avec un cancer de l'estomac. J'arrête là ce musée des horreurs. Alors oui, cette femme s'est exprimée et on a le droit d'être d'accord ou pas avec elle, mais l'insulter, la menacer, souhaiter sa mort relève de la pure abjection. Mais je vais faire de la fiction. Imaginons que son mari ait utilisé son arme de service et ait tué son meurtrier. Je vous parie que les mêmes comptes auraient traité son mari d'assassin en mettant en exergue de leur tweet les violences policières et le racisme systémique de la police, puisque le meurtrier de l'adjudant-chef Comines était, comme on dit à l'extrême gauche, racisé. Mais c'est vrai que pour ces gens-là qui tweetent ces saloperies, un bon flic ou un bon gendarme sont un flic ou un gendarme mort, puisqu'ils répètent à longueur de temps que la police tue et est raciste. Alors soutien à sa veuve, j'espère que les auteurs de ces horreurs numériques seront poursuivis et très sévèrement condamnés. Philippe Bilger. Vous êtes en pleine forme depuis lundi dernier. C'est très juste. Moi-même, j'ai été frappé par l'abjection absolue des propos dont vous avez rappelé certains. C'est une horreur. Ah, mais il y en avait beaucoup plus que ça. Hein. Bien sûr. C'est une horreur. Je veux dire, on comprend bien que Twitter ou X, c'est parfois un cloaque, mais on espère tout de même par moment une sorte de bienséance lorsque, à l'évidence, une femme a été touchée tragiquement et qu'on lui reproche surtout le discours qu'elle a fait après, à mon avis. Françoise de Gaulle. Oui, on lui reproche son discours. Et de toute façon, elle a tous les droits. Voilà, moi, c'est ce que je me dis. Dans une telle douleur, je sais qu'on avait aussi tapé beaucoup la maman de Naël, etc. Voilà, les familles ont tous les... oui, bien sûr. Mais c'est pas un problème de comparaison. Non, vous dites bien sûr que c'est
comparable, ça vous ennuie parce que je parle de Naël, mais je veux dire, la douleur, c'est la douleur, voilà. Et on a le droit, Harmonie Commune, elle a dit ce qu'elle avait sur le cœur. On a le droit de dire ce qu'on a sur le cœur dans ces moments-là, et on a le droit de le cracher, et de le donner, de le dire et de le confier à des millions de gens sans avoir ce genre de retour. Moi, je respecte ces douleurs. Point. Bien sûr que tout le monde respecte ses douleurs, mais naturellement, c'est pas nouveau ce qui se passe. Ce tout le monde ne respecte pas quand on voit les tweets. Hein. C'est pas nouveau ce système de crachoir, pour reprendre l'expression, qui existe sur les réseaux sociaux, cette espèce d'anonymat qui permet de déballer, de vomir et de ne pas respecter la douleur des uns et des autres. Bah, c'est comme ça, voilà. C'est comme ça. Ça n'est pas que ça. Ce que je veux dire, les réseaux sociaux ne sont pas que ça aussi. Ouais, mais ça transmet aussi des choses magnifiques. Moi, à chaque fois, je défends. Non, je suis pas là pour faire contre les réseaux sociaux. Je dis juste quand même que non, il n'y a pas d'hiérarchie des douleurs. Arrêtez, c'est quoi l'hiérarchie des douleurs? Quand une mère perd un enfant, je ne mets pas sur le même plan la mère de Naël. Mais pourquoi? Qui tout au long vient justifier la transgression de son fils. C'est lamentable ce que vous racontez. Et cette femme, mais c'est dingue ce que vous racontez. Dont le mari la hiérarchie des douleurs. Elle a perdu son fils, la mère de Naël. Et alors c'est un enfant qui est mort. Mais non. Mais ça serait, je vous rends grâce pour un policier aussi. Enfin, vous n'êtes pas capable de dépasser ça, c'est dingue. Un type aussi intelligent que vous. Mais il n'y a pas à le dépasser. Mais s'il y a à le dépasser, on a tout à fait le droit, sans être indigne, de dire qu'il y a des douleurs. Non, c'est indigne. Des douleurs, il n'y a pas de hiérarchie dans les douleurs. Mais si, bien sûr que laissez-le finir, Françoise. Mais une maman qui perd son fils dans un contrôle, tué par un policier, elle a le droit de dire ce qu'elle veut. De la même manière que Harmonie Commune a le droit de dire ce qu'elle veut sur la mort absurde et dégueulasse de son mari. Mais elle peut dire ce qu'elle veut. Dans le micro. Mais il n'empêche que qui examine la douleur a le droit de dire que certaines douleurs sont plus compréhensibles. Ah oui, la douleur d'une mère qui perd un enfant. Mais vous auriez perdu un enfant, Philippe, mais sans blaguer. Mais comment vous pouvez dire une chose pareille? En tout cas, j'aurais été le père de Naël, je n'aurais pas eu les réactions de sa mère. Et alors? On a les réactions qu'on peut. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand on souffre, on a les réactions qu'on peut, Philippe Bilger. On fait ce qu'on peut quand on souffre. Vous avez deux types. Vous avez quelqu'un qui a écrit un très beau texte qui s'appelle « Vous n'avez pas ma haine ». Oh, vous n'aurez pas ma haine. Et à côté, moi j'ai trouvé ce texte sublime. Et à côté, vous avez Patrick Jardin qui pleure et qui exprime sa douleur depuis des années. Eh bien, j'entends aussi bien la douleur de Patrick Jardin que la douleur, que la façon de réagir de celui qui a écrit « Vous n'aurez pas ma haine ». Mais Françoise, vous êtes extrêmement intelligente et vous déplacez absolument le problème. Non, pas du tout. Je déplace rien du tout. Je pense que les gens ont le droit d'exprimer tels qu'ils sont. On s'en fout. Ils ont le droit de dire. Je ne nous souhaite jamais à nous de perdre un enfant. Mais on a le droit de les juger. Oui, mais vous n'avez pas le droit de faire une quantification de la douleur. C'est pas possible que vous fassiez ça. Eh ben non. Une mère qui perd son enfant. Une quantité de la douleur, mais la légitimité. Oh, arrêtez, la légitimité. Bon. C'est qui veut le dernier mot? C'est bon? Non, la légitimité de la douleur, mais qu'est-ce qu'on peut entendre sans blaguer, Philippe? Je suis pas d'accord. Ce sont des avis qui divergent, voilà, il y a deux camps, et puis les auditeurs se retrouvent dans l'un ou dans l'autre. Voilà, c'est comme ça, c'est le principe de cette émission. Merci Philippe David d'avoir foutu la merde. Pour parler vulgairement. Et voilà, c'est toujours lui, quoi qu'il arrive. Mais n'empêche. C'est pour ça qu'on l'aime. Conséquent. C'est plus du talent à ce niveau-là. Et je pense qu'il fait exprès en écrivant en disant ça va l'éterniser. Dans un instant, le tour de table de l'actu des vraies voix. Philippe Bilger. Mélanie, Marine Le Pen. Avec Françoise de Gois. Avec Maduro qui décrète Noël le 1er octobre. Et Pierre-Yves Martin. La crise de l'automobile en Allemagne. Eh ben voilà, on en parle plus sereinement, peut-être, ou pas. En tout cas, 0826 300 300. Vous êtes Philippe Bilger, Françoise de Gois. Vous êtes invité, bien entendu, dans cette émission. Vous souhaite la bienvenue. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. On est ravis de vous accueillir encore et encore et encore tous les jours. On espère que tout va bien avec Philippe Bilger ce soir, Françoise de Gois et Pierre-Yves Martin avec Philippe David qui est au taquet. Ah oui, comme vous, comme nous tous, on est toujours au taquet. On vous espère en forme, quoi qu'il arrive. Elle est tout de suite le tour de table de l'actu des vraies voix.
Bonjour les enfants. Vas-y, de quoi tu veux qu'on parle? Comme je ne connais rien au sujet, je pourrais être tenté d'en parler abondamment. T'as quelque chose à dire? Je suis Darmanin. Je ne suis pas très éloigné de Gérald. Ah bon? Oui. Le tour de table. De l'actualité. Bravo à Maxime, notre réalisateur. Ouais, vous avez remarqué qu'il ne faut rien dire de vos Maxime, parce que tout tourne à la dérision. Rien. Hein. Non, rien du tout. Il a tout. Philippe Bilger, ce sujet sur Marine Le Pen. Je vais rendre hommage à un article du Monde. Ça n'est pas tout le temps que j'aime ce quotidien, mais un jour il a fait une analyse entre la politique migratoire de Giorgia Meloni et les projets dans le même domaine de Marine Le Pen. Et j'ai été intéressé par les ressorts qui sont très différents selon le monde, chez l'une et chez l'autre. Apparemment, la politique de Giorgia Meloni sur le plan de l'immigration a l'air de réussir puisqu'elle a fortement baissé le chiffre des immigrés illégaux. Et Marine Le Pen a un projet très clair, cohérent, mais simplement Le Monde dit, et j'ai été très intéressé par la différence de l'approche, que Giorgia Meloni a une conception de géographie humaine de l'immigration, alors que Marine Le Pen a un projet qui est inspiré, ça me paraît très juste, par une angoisse identitaire. Et au fond, cette différence de regard portée sur l'immigration crée des politiques, enfin, réelles chez Giorgia Meloni et risquées chez Marine Le Pen, qui ne seront pas empreintes de la même tranquillité, du même calme et peut-être du même apaisement. C'est quelque chose qui m'est apparu intéressant comme approche proposée par Le Monde. Je ne comprends pas votre concept de géographie humaine, en fait. En fait, je crois que ça voulait dire que Giorgia Meloni raisonnait en termes purement pragmatiques, géographiques. Alors, je vous rejoins, Françoise, je n'ai pas saisi toute la complexité de la notion, mais opposée à l'angoisse identitaire, j'ai bien vu ce que ça voulait dire. Mais je pense que c'est une faute du Monde d'opposer les deux, parce que l'Italie, qui est un pays que je connais bien, est en proie aussi à une angoisse identitaire, c'est-à-dire que le caractère très puissant migratoire, parce que c'est le premier port d'entrée depuis la Tunisie, est quelque chose, alors qu'il y a très peu d'immigrés en Italie, il y a très peu de... C'est quand même un pays, si vous voulez, où on n'en est même pas à la 2e ou 3e génération, où vous pouvez voir des enfants de migrants devenir avocats, devenir professeurs, c'est extrêmement rare, vous comprenez bien que... et pourtant, malgré tout, l'Italie a cette angoisse-là, identitaire. Mais donc, Meloni ne l'a pas moins, tout de même. Meloni, elle fait comme... Meloni, elle fait de l'affichage, parce que, honnêtement, Giorgia Meloni, elle en a, comment dirais-je, légalisé combien? C'est ça qu'on dit jamais. Mais elle a légalisé 500 ou 600 000 migrants et personnes en situation irrégulière. Uniquement pourquoi? Ça, c'est évidemment l'hypocrisie générale, mais qu'on peut ramener à la gauche, à la droite européenne. Uniquement pour travailler. Et uniquement pour travailler, si vous voulez, que ce soit dans le sud pour ramasser des fruits et des légumes et pour faire tourner le pays. Donc, moi, les résultats de Meloni sur l'immigration, la justesse voudrait dire qu'elle en a d'abord légalisé avant de dire elle les a repoussés. Mais c'est pas qu'ils ont baissé, c'est qu'elle en a légalisé 600 000. Donc, en fait, la seule différence, c'est qu'il y en a une qui est au pouvoir et qui doit faire preuve d'un minimum de réalisme en légalisant des entrées. Voilà. Et puis il y en a une autre qui est sur une posture de candidature et d'opposition. Et du coup, ça donne pas du tout les mêmes approches. Et c'est peut-être ça la grande différence qu'il y a. J'ai pas lu l'article dans Le Monde, mais voilà. Et puis peut-être sur cette évocation de la géographie, il y a effectivement peut-être que géographiquement, quand on est en Italie, on perçoit l'immigration est peut-être plus visible. Je n'en sais rien. Je marche sur des œufs. Elle est peut-être plus visible compte tenu de ce port d'entrée, de cette entrée massive de Tunisie, que nous en France où déjà on met du temps à identifier, à lire ce qui se passe sur les plages de la Manche, et comme on est une phase, un territoire de transition migratoire.
on voit peut-être pas les choses de la même façon. Mais non, mais parce qu'en plus, nous, le melting pot, il est fait depuis longtemps, parce que nous sommes un grand pays, comment dirais-je, de colonies, nous sommes une immense puissance coloniale, et de toute façon, nous vivons, comment dirais-je, nous sommes déjà une société métissée. Je veux bien qu'on dise, oh là là, au secours, c'est affreux, mais c'est la réalité de ce pays, et moi, ça me va très bien. Nous sommes déjà une société qui s'est mélangée. Ça n'est pas du tout le cas en Italie, absolument pas. Absolument pas. Pierre-Yves Martin, la crise de Volkswagen, une révolution pour l'Allemagne. Oui, je voulais parler de cette entreprise allemande parce que... C'est une affaire qui roule. Exactement. Das Auto. Non, je voulais parler de cette histoire d'entreprise qui connaît depuis quelques années des grandes difficultés. Et moi, j'ai été bercé gamin, adolescent et adulte par le fait que en Allemagne, l'industrie automobile était très puissante, que c'était un modèle de gestion, de développement, etc. Et voilà que l'un des représentants de cette industrie automobile, Volkswagen, connaît des déboires très profonds. Déjà depuis quelques années avec le Dieselgate, et son ancien patron est en train va rentrer en justice là dans les prochaines semaines. Et puis ensuite parce qu'avec le tournant de l'électrique, je sais pas ce qui s'est passé, mais ils font catastrophe sur catastrophe industrielle, c'est-à-dire qu'ils ont un taux de retour des gammes de véhicules électriques très important parce qu'il y a des défauts, parce qu'il y a une absence de qualité, de suivi, etc. Alors que on est les premiers à dire que l'industrie allemande est sur qualité, sur efficace, comme on dit. Exactement. Et puis il y a un autre sujet qui est un sujet social et qui est certainement le sujet central, c'est que ils sont face à un problème de structuration de coûts, donc ils sont pas assez rentables et ils envisagent de fermer une usine en Basse-Saxe où est le siège de l'entreprise d'une part, et surtout de revenir sur cette garantie d'emploi parce qu'il y a une garantie d'emploi pour les 684 000 salariés, garantie d'emploi sécurisée sur 10 années, et il semblerait qu'ils réfléchissent à remettre ça en cause. Et dans le conseil d'administration, il y a deux acteurs qu'on ne connaît pas nous du tout en France dans le modèle économique et social. Il y a les syndicats, et notamment IG Metall, qui a un nombre important de pourcentage de vote. Et puis il y a la région de Basse-Saxe qui détient 10% du capital et 20% des droits de vote. Et donc du coup tout ça fait une structure de gouvernance très très compliquée à gérer. Et personne ne sait ce qui va se passer. Mais j'ai trouvé ça intéressant que même les modèles les plus efficaces sont remis en cause. Ou traverse des cycles compliqués. Est-ce que c'est pas quand même cocasse de voir que Volkswagen aujourd'hui est victime en grande partie des importations massives de véhicules chinois, alors que le gouvernement allemand pousse à fond pour plus de libre-échange avec la Chine et ne pas taxer les véhicules chinois, François Degois? Oui, mais parce qu'en fait, les Allemands, vous savez très bien ce qu'ils veulent faire avec la Chine. Ils veulent absolument fourguer leurs machines-outils. Les machines-outils. Donc, il y a forcément quelque chose qui se fait sur le plateau de la balance. C'est un très bon sujet, celui de Pierre-Yves, parce que la réalité, c'est qu'il faut le accordé aux résultats électoraux de dimanche dernier. En Thuringe et en Saxe. Alors en Saxe, c'est passé près. En Thuringe, véritablement, le leader de l'AfD qui a été élu et assez largement, donc l'extrême droite allemande, c'est quelqu'un. Enfin, je veux dire, il a des propos antisémites assumés. C'est absolument pas l'espèce de truc délayé que nous vend le Rassemblement national en France. Ça n'a rien à voir. L'AfD n'a pas fait, comment dirais-je, le RN a rompu avec l'AfD. Bien sûr, mais ils ont été obligés de rompre, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très intéressant parce que les mythes comme Volkswagen, parce que ce sont du domaine de mythes, ça me fait penser à quand Nokia s'est effondré. En Suède, non, Finlande. Oui, Nokia s'est effondré. Il y a eu, comment dirais-je, alors il y a eu tout un système d'État pour essayer de les maintenir, mais il y a comme ça, rien n'est immuable. Et surtout, moi, ce qui m'angoisse dans ce domaine d'industrie qui est la puissance, si vous voulez, de l'Allemagne, ce que je trouve très inquiétant, c'est qu'il faut le mettre en relation avec, là, pour le coup, l'angoisse économique qu'on pensait inimaginable en Allemagne, l'angoisse économique qui est en train de travailler au corps les électeurs et qui est en train d'amener de plus en plus d'extrême droite au pouvoir. Oui. Allez, dans un instant, vous restez avec nous. Noël, c'est le 1er octobre au Venezuela. On en parle dans un instant avec Françoise Degois. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus.
Si vous découvrez les vraies voix, eh bien on est ravis de vous accueillir. Vous êtes un petit nouveau ou une petite nouvelle. Sachez qu'à ce moment de l'émission, c'est le tour de table de l'actu de nos vraies voix qui portent un sujet qui leur tient à cœur avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Pierre-Yves Martin. Et quelques instants, je l'annonçais, le Venezuela fête Noël le 1er octobre. Enfin, en tout cas, ça démarre. Les festivités démarrent. Vous faites pas d'illusions, c'est pas pour ça que Françoise Degois nous fera des cadeaux. Hein. Si, bien sûr. Merci ma chérie. Je pense que non, mais elle me comprend. Et puis elle a une idée juste de moi-même. Non, mais c'est complètement délirant, ça paraît complètement fou, exotique. Nicolas Maduro, vous savez à quel point son élection est contestée et à juste titre, et notamment par la leader de droite, et notamment par l'opposition qui multiplie les manifestations sans que rien ne bouge. Donc Nicolas Maduro a décidé, vous savez, les festivités de Noël sont très importantes dans les pays d'Amérique latine et d'Amérique centrale, et donc il avance le début des festivités de Noël au 1er octobre. D'habitude ça commence le 15 novembre, ça dure un mois, et là il a décidé de les avancer pour calmer le pays. Il est coutumier du fait. En 2019 et en 2020 il avait déjà fait ça, mais il n'avait pas osé les avancer quasiment de 3 mois. Là il a décidé de le faire. Donc on est quand même dans quelque chose de complètement délirant, c'est-à-dire que on a un homme qui se maintient au pouvoir malgré des élections qu'à l'évidence il a perdu. On a, comment dirais-je, des Américains qui sont accusés de manipuler l'opposition, puisque vous savez que la leader de l'opposition était très proche de George Bush et de ce qu'on appelle les faucons, en tout cas. Voilà, on a en France un Jean-Luc Mélenchon qui se tait. Je rappelle que Jean-Luc Mélenchon a toujours idolâtré Chavez et la capacité de Chavez et du régime à gérer le Venezuela, à se défendre de l'influence américaine, à gérer notamment le pétrole, parce que c'est quand même ça l'enjeu. Et donc voilà, et on ne bouge pas, on laisse faire. Moi je suis frappé quand même, jour après jour, de l'inertie de la communauté internationale sur tout un tas de sujets. L'Iran, sur l'Afghanistan, on en parlait, sur les talibans. Je suis frappé de la pleutrerie, parce que c'est comme ça que je le nomme, de la communauté internationale. Et sur le Venezuela, vous avez une population qui souffre, vous avez des opposants en prison, vous avez des gens qui sont morts, vous avez un type qui se maintient parce qu'il a la manne pétrolière également. Et il y a quelque chose là qui me fait du mal, parce que j'ai toujours défendu l'ONU, j'ai toujours défendu l'idée du multilatéralisme, et imaginons ce que serait le monde sans l'ONU quand on critique l'ONU, mais là, objectivement, il y a une démission générale de la communauté internationale qui me fait très mal. Ce que j'aime beaucoup dans ce qu'a dit Françoise, qui a relié le Venezuela à d'autres crises, c'est qu'au fond, je me demande si l'impuissance des gouvernements ne vient pas du fait que ils ont conscience d'une sorte de stagnation terrifiante des solutions. Je veux dire, on parlait de l'Ukraine ce matin, plus personne ne l'évoque maintenant, comme si tout à coup on était saisi par le fait qu'on ne peut rien faire. Même dans le cas que vous évoquez, le Venezuela, c'est délirant ce qu'il fait. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, mais rien. On peut faire, bien sûr qu'on devrait pouvoir faire. Ouais. C'est-à-dire qu'on devrait pouvoir s'engager de façon diplomatique, etc. Mais mon sentiment est quand même qu'il y a un repli très profond et général des chancelleries par rapport aux différentes crises. Pardon. Allez, je suis désolée, le temps est passé. Pardon, Pierre-Yves, je suis désolée. Dans un instant, on va revenir sur cette rentrée qui vient à peine de démarrer. La France fait face à une pénurie d'enseignants. Aujourd'hui, plus de 3000 postes sont encore vacants, et sans compter ceux de l'année passée, surtout. Alors, parlons vrai. Et qu'est-ce qui empêche pour vous les vocations? La rémunération, les conditions de travail? Demande-t-on trop de qualifications, ce qui réduit le nombre de candidats potentiels? Et à cette question, comprenez-vous le manque de vocation pour être enseignant? Vous dites oui à 89%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et nous aurons un témoignage, Léo, professeur au lycée innovant Germaine Tillon au Bourget en Seine-Saint-Denis, qui sera avec nous dans quelques instants. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec bien entendu Cécile de Ménibus et le trio, on peut dire, convivial mais de choc de ce mercredi soir avec le président de l'Institut de la Parole,
Philippe Pourquoi vous prenez Bilger. cette voix comme ça, là? Non, parce qu'on parle à un président Tout à quand même. coup, Il y a du une respect forme qui de s'impose. Parce que, non, mais il est obséquieux. Oui, Il est mais toujours, moi, toujours je l'adore. obséquieux. Mais il aime bien Philippe. Absolument. Il a un côté Monseigneur, il est là. Non, il y a un petit côté général de Gaulle, avec La Bigorre incarnée. C'est moi. Enfin, Bigorre, BIGO 2RE, hein, pas les Bigorre, les troupes de Marine Françoise de Gaulle. Bien sûr, c'est moi. Et la classe entrepreneuriale de Pierre-Yves Martin. Ah, c'est joli. Ça vous va ça, c'est joli. C'est pas mal. Ça, moi, là, on est Additionné d'accord. au charme légendaire de Cécile de Ménibus. Et Oui, votre oui. autoportrait, ce serait quoi, là? Ça va. Rien de plus à dire. Je vais pas me tresser des... Bah si, vous diriez quoi de vous? Je sais pas. Philippe David, enchanté. Je vois rien d'autre à dire. L'empereur du calembour, de même si vous n'en répartie, faites plus. Un peu de voilà. Vous voyez, le Ça, c'est calembour bien lui que- manque. Vous avez entendu? Ah bah je vais en Si faire. vous pouviez arrêter de l'encourager dans son narcissisme, soyez sympa, je vous en prie. On commence à peine la saison, Allez, on faut va qu'on vous appeler tienne la jusqu'au boule. 12. Allez, la boule. Voilà, le coup de projecteur des vraies voix, c'est parti. Je vous ai compris. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et pour qu'il y ait une rentrée, il faut des enseignants et des professeurs. Et il y a encore des postes vacants dans les collèges et les lycées. Les premiers résultats du concours des professeurs sont tombés. Dans certaines disciplines, le nombre de candidats éligibles n'est pas suffisant. Nous sommes très inquiets et bien évidemment, ici, nous allons subir, comme dans tous les départements, de nombreuses fermetures de classes. On a de moins en moins de profs qui candidatent. Dans les collèges et lycées, cela concerne l'allemand, les lettres classiques, l'éducation musicale, mais aussi les mathématiques et le français. Et il y a un constat qui interroge. En pleine semaine de cette rentrée, l'éducation nationale ne parvient plus donc à mettre un enseignant devant chaque classe. 3000 postes sont restés vacants cette année à l'issue de ces derniers concours. À cela s'ajoutent bien entendu les postes vacants déjà l'an dernier, Philippe. Alors parlons vrai, faut-il revoir notamment les critères d'affectation des enseignants qu'on envoie un peu partout en France pour stimuler les candidatures? Faut-il resacraliser le métier d'enseignant? Et à cette question, comprenez-vous le manque de vocation pour être enseignant? Vous dites oui à 89%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et un témoignage avec nous, Léo, professeur au lycée innovant Germaine Tillon au Bourget en Seine-Saint-Denis. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour. L'équipe de l'établissement, c'est important de le dire, est en grève reconductible depuis la rentrée pour dénoncer justement le manque de moyens, notamment que vous n'avez pas d'assistance sociale depuis 3 ans, ce qui est quand même assez surréaliste. Philippe Bilger, sur ces problèmes de vocation finalement. À chaque fois qu'on parle du métier de professeur, je suis très touché et j'ai scrupule à parler de ce métier qui est noble, grand, très important, devant quelqu'un qui est confronté aux problèmes quotidiens. Mais je suis frappé de voir à quel point ces problèmes quotidiens, dont je ne sous-estime pas l'importance, il y en a de nombreux, on fait perdre à beaucoup d'enseignants, au fond, l'exaltation initiale qui est celle qui devrait habiter tous les professionnels qui sont au sein d'un immense métier pour la France. Je pourrais le dire aussi d'une certaine manière pour la magistrature, mais là on parle des professeurs. Je ne sous-estime pas du tout les moyens, les problèmes de violence, les problèmes d'autorité, mais pourquoi n'y a-t-il plus aussi intense l'étincelle qui fait la fierté de ce métier? François Seguin. Oui, moi je suis pas du tout d'accord avec vous. Je pense qu'il y a. Mais non, parce que ça recommence. C'était mieux avantisme. Les générations de professeurs qui arrivent ont autant de vocation que celles d'il y a 50 ans ou de 30 ans. Moi, je suis né dans une famille de profs et la tradition se continue avec tous les enfants qui veulent devenir profs. Simplement, les temps ont changé. Moi, je crois quand même qu'il faut quand même avoir un sacré courage pour décider de devenir professeur. Vraiment. Pierre-Yves Martin. Pour moi, le vrai sujet, c'est le parcours d'intégration, l'absence de parcours d'intégration. C'est une profession qui est certes très noble, mais qui est en 2024, je trouve, pour des raisons sociales notamment, très complexe. Et donc, du coup, on n'apprend pas à être professeur en 2 minutes 30, ou en 6 mois, ou en 12 mois. Donc, je pense qu'il devrait y avoir des parcours qui soient dessinés de plusieurs années pour que les professeurs puissent monter en puissance au niveau de leurs compétences
et notamment au niveau de leur capacité à gérer des classes qui sont plus ou moins disciplinées, dans lesquelles aussi, il y a 50 ans, l'enfant, il n'était pas roi. Aujourd'hui, l'enfant a plutôt tendance à avoir une place centrale. Et du coup, ça perturbe certainement la relation entre l'enfant, l'équipe professorale et aussi la posture des parents qui a changé par rapport au domaine pédagogique. On va demander à Léo d'ailleurs. Léo, bonsoir. C'est une vocation pour vous ? Est-ce que c'est une vocation ? J'en suis pas certain. D'accord. En tout cas, pas certain dès le début. C'est quelque chose que j'ai progressivement décidé de faire. Ce dont je suis certain par contre, c'est que j'adore mon métier encore aujourd'hui. J'ai la chance de travailler dans un lycée innovant dans lequel on travaille beaucoup en équipe et je crois que l'ensemble de mes collègues sont contents d'aller au travail le matin. Enfin, on n'a pas perdu l'étincelle, loin de là. Mmh. En revanche, c'est vrai qu'on fait face à des réalités sur le terrain qui parfois sont difficiles et à un manque de ressources, un manque de personnel qui nuit forcément à notre quotidien au jour le jour parce qu'il nuit à celui des élèves. Moi, je voudrais, Léo, poser crûment la question. La réalité, c'est aussi la réalité et la question des salaires. En réalité, nous sommes probablement avec l'Italie les deux pays européens où les professeurs sont les moins bien payés. Les salaires que vous avez ne sont pas acceptables par rapport, si vous voulez, à la fonction sociale, et je rejoins Pierre-Yves, de plus en plus importante que vous exercez. La question des salaires, elle existe et c'est sûr, et j'ai pas envie de l'écarter du tout. Je pense que c'est important de faire un effort et d'avoir une réflexion là-dessus. Après, je pense que vraiment ce qui suscite le manque de vocation et ce qui suscite aussi l'épuisement des professeurs partout, c'est le manque de personnel et le manque de moyens sur place. C'est pas forcément notre rémunération, c'est vraiment l'impossibilité de faire notre travail correctement parce que justement, il nous manque des assistantes sociales dans les lycées, enfin des assistants ou des assistantes sociales. Parce qu'on réduit le nombre de postes de psy-EN, donc de psychologues et conseillers d'orientation, parce que les postes de conseillers principaux d'éducation sont instables, et qu'au fur et à mesure, dans les établissements, ça a des conséquences directes sur nos conditions de travail, et puis, une fois encore, sur les conditions des élèves, et c'est surtout ça qu'ils ont. Pierre-Yves Martin. Moi, je voulais vous poser une petite question. J'entends bien le besoin de moyens que vous évoquez. Entre la nécessité de disposer de moyens supplémentaires et la dimension psychologique dans laquelle évolue le corps professoral, qu'est-ce qui est, à votre avis, parmi ces deux points, le sujet le plus important à traiter ? Est-ce qu'on peut mettre une graduation, entre guillemets, encore entre... J'ai pas pu m'empêcher de la faire, celle-là. Elle est moins belliqueuse. Excusez-moi, Léo, allez-y. Je pense que c'est exactement le même sujet. Je pense que si psychologiquement on commence à être fatigué, et nous, ce qui nous mène à aller jusqu'à poser une grève reconductible le jour de la rentrée, c'est justement parce que on n'a pas suffisamment de moyens, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'élèves par classe, on a beaucoup de situations à gérer, donc on a des heures qui s'allongent, on a de moins en moins la possibilité de faire notre travail d'enseignement et notre travail pédagogique correctement, et c'est cette frustration-là qui fait qu'on s'en sort plus et qu'au bout d'un moment on craque un peu aussi, ouais. Pardon, allez-y Philippe. Léo, pardon pour cette question, j'ai l'impression que assez généralement les professeurs sont assez réservés face aux politiques des ministres de droite ou de gauche en matière d'éducation nationale. Est-ce que vous le sentez ou est-ce que tout simplement c'est que ces politiques mises en œuvre vous apparaissent critiquables ? Moi, mon sujet, c'est pas tellement celui-ci. Les ministres font les annonces qu'ils veulent. Moi, ce que je regarde, c'est ce qui se passe jour le jour dans mon établissement. La grève, si elle est décidée, c'est parce qu'on a besoin d'une assistante sociale au jour le jour dans notre établissement. Et ça, pour le coup, c'est pas, les effets d'annonce de l'uniforme, des équipes de niveau, etc. C'est pas votre souci. D'argent, mais nous, on a juste envie de dire que si ces moyens-là existent, on a envie de les réorienter au bon endroit. Et pour pouvoir répondre concrètement aux problèmes auxquels on fait face. Françoise Legault. Oui, vous avez, Léo, Pierre-Yves tout à l'heure parlé de l'intégration, parlons presque de la formation. Est-ce que vous avez le sentiment, par exemple, que vous êtes suffisamment formé ? Parce que vous, quand je vous écoute, vous êtes un prof heureux dans un lycée innovant, et ça, c'est formidable. Mais beaucoup de professeurs n'ont pas cette chance-là, entre guillemets, et atterrissent souvent dans des zones d'éducation prioritaire. Ils se retrouvent face à des classes surchargées, avec parfois des mômes qui ont des comportements limites. Est-ce que vous avez le sentiment que, finalement, la formation, votre formation, également n'a pas été bradée? Une fois encore, ça dépend de ce que l'on nous demande de faire. Oui. Moi, j'ai la sensation d'avoir eu une formation suffisante pour ma matière, pour enseigner ma matière.
Vous enseignez quoi d'ailleurs, pardon? Je vous ai pas demandé. J'enseigne les SES, moi, au lycée. Et en revanche, on nous demande quand même de plus en plus de choses au fur et à mesure des années. Dans les dernières années, on nous a demandé là de mettre en place l'éducation à la vie affective et sexuelle, de mettre en place ce programme phare pour lutter contre le harcèlement. Ces programmes-là, forcément, ils font ressortir auprès des élèves des discours, ils font ressortir des remarques de violences sexuelles qu'ils peuvent subir, de violences intrafamiliales qu'ils peuvent subir. Et ça, pour le coup, ces discours-là, on n'est pas formé pour les recevoir, on n'est pas formé pour les traiter correctement. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'assistants et d'assistantes sociales, de psy-EN dans nos établissements pour nous accompagner et pour pouvoir orienter les élèves correctement. Merci en tout cas Léo d'avoir accepté notre invitation. Et puis moi je salue en tout cas tout le travail des professeurs parce que c'est vrai que un bon professeur change votre vie à un moment donné. Tout à fait, c'est vrai. Et ça c'est important. Merci beaucoup professeur Philippe Bilger. Merci professeur Françoise de Groix. Merci. Professeur qui apprend beaucoup. Hein. Oui mais c'est ça qui est fou. Professeur, tiens, Pierre-Yves Martin. Voilà, ça lui va bien. Bon, Philippe et moi, on est les deux cancres. Oui. Au fond de la classe, à côté du radiateur. De côté. En tout cas, cette émission était très agréable. Dans un instant, on va vous parler Parlez pour vous, très agréable. Mais moi, je suis toujours très heureuse avec moi-même. Dans un instant, on va vous parler du Made in France avec Olivier Robert, avec de belles entreprises innovantes. Et tout de suite, une nouvelle rubrique, les incontournables de la crypto-monnaie avec Thomas Binet et Alexandre Stachchenko. Et c'est absolument passionnant. À tout de suite.